Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses se sont passées. On va parler de l'affaire Telegram. C'est assez fou ce qui vient de se passer avec Telegram. On va aussi parler de plein d'autres choses, de Solana. Je vais vous parler aussi de Memecoin, de Stablecoin et de plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a une baisse générale aujourd'hui de 2,8% sur tout le marché. BTC, moins 1,7%, Ethereum, moins 3,3%, Toncoin, on va en parler, une plus forte baisse. Et juste avant, je vous rappelle que l'offre des 20 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne, expire dans quelques jours. Vous avez jusqu'au 30 pour en profiter. Donc il y a 20 € offerts sur cet exchange qui a l'enregistrement PSAN, qui a des frais très bas sur Bitvavo, notamment sur les paires USDC, 0,05% de frais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Alors, je vous ai dit l'affaire Telegram. Qu'est-ce qui s'est passé avec Telegram? Si vous avez loupé la news, on a le président de Telegram, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui a été arrêté en France. Il descendait de son jet privé, j'imagine, à l'aéroport du Bourget, et il s'est fait arrêter par la police. Au début, on savait pas exactement pourquoi, on se doutait que c'était à cause de Telegram, mais là c'est bon, on a l'explication détaillée, les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui. Regardez, on retrouve plein de choses, et notamment bien sûr tout ce qui est autour du chiffrement, en fait, de manière assez étrange. Ça c'est à la fin. On reproche notamment à l'application Telegram regardez, on retrouve fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme. Donc ça veut dire, honnêtement, je savais pas du tout ça. En France, si on veut proposer des applications qui chiffrent les messages, qui protègent les messages contre une écoute et qui soient pas juste envoyés en clair sur Internet pour que n'importe qui puisse les lire, mais si on fournit ce type de service, il y a une nécessité de réaliser une déclaration auprès de je ne sais quelle autorité. Et si on fait pas ça, il y a un risque à se faire poursuivre. Mais bon, c'est pas que ça. On retrouve des choses assez folles telles que, regardez, complicité, administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée. Refus de communiquer sur demande des autorités habilitées les informations ou documents nécessaires pour réaliser et exploiter les interceptions autorisées par la loi. Donc concrètement, on reproche à Telegram de pas avoir fourni à l'État les moyens d'écouter toutes les conversations sur Telegram, parce que oui, il faut savoir que Telegram a la capacité de faire ça. Telegram, contrairement à WhatsApp, contrairement à Signal, on n'est pas sur du chiffrement de bout en bout par défaut. Telegram peut lire les messages en tout cas des utilisateurs, alors que sur WhatsApp, sur Signal, sur les applications où les informations sont chiffrées d'un téléphone à l'autre, et les serveurs au centre n'ont pas accès à ces informations-là. C'est la magie du chiffrement asymétrique, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, qui ont été vraiment simplifiées par les applications telles que Signal, WhatsApp et d'autres. Sur Telegram, malheureusement, il y a uniquement une option qui permet de faire ça, c'est l'option des chats secrets, mais c'est très peu répandu. Donc voilà, parmi les choses qui sont reprochées, de ne pas pouvoir permettre à l'État de faire des écoutes. Et aussi, le plus étrange, et je trouve le moins juste, ce qu'on reproche à Telegram, c'est un ensemble de choses, un ensemble de complicités de tous les crimes qui peuvent avoir lieu sur Telegram. On leur reproche d'être complices dans l'aspect détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique, complicité sur l'aspect acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants. Donc tous les trafics de drogue sur Telegram, on lui reproche, et plein d'autres choses. Donc vraiment, c'est juste assez fou. Je pense pas, pour moi c'est pas juste, et malheureusement ça va faire peur, je pense, à un certain nombre de personnes. Moi je me dis, si j'étais Mark Zuckerberg, je viendrais pas en France, parce qu'on pourrait me reprocher un certain nombre de choses liées à l'aspect cryptographique. Je sais pas si WhatsApp a fait les démarches pour s'enregistrer auprès de je ne sais quelle autorité. Mais bon, après un côté Zuckerberg ou pas Zuckerberg, j'ai vu un tweet d'Elon Musk qui disait que en fait, contrairement à Pavel Durov, WhatsApp et Instagram et Facebook ont déjà communiqué auprès des divers États un certain nombre de backdoors pour accéder à cette information-là. Mais bon, limite, supposons que ça soit vrai, sur WhatsApp, ils peuvent pas communiquer les messages. Ce qu'ils peuvent communiquer, c'est
qui a envoyé un message à qui, tout ce qui est metadata, oui, ça c'est sûr, il n'y a fait aucun doute que les divers États peuvent obtenir ces informations facilement de chez WhatsApp, même de chez Signal, hein. C'est des informations qui sont enregistrées par les serveurs et qui peuvent être communiquées à un tiers. Donc bon, Telegram, ça a beaucoup chuté, plutôt, l'application Telegram a une crypto-monnaie qui lui est globalement associée, c'est Toncoin. The Open Network, regardez, moins 12,8% de baisse en 24 heures, et par rapport au 24 août, quand il y a eu toutes ces news qui a été publiées, on était à 6,80$, là on n'est plus qu'à 5,30$, 5,14$ même, ça a énormément baissé. Parce qu'il y a toute une incertitude autour de Toncoin, autour de ce qui est en train de se passer avec Telegram. Est-ce que, regardez le pire des cas, honnêtement, je pense pas que ça va arriver, mais que Pavel Durov dise, bah ok, moi je préfère fermer Telegram plutôt que de communiquer ces informations à la France, et ben Toncoin pour moi ça va complètement chuter, parce qu'il y aura plus vraiment d'utilité, ça c'est étroitement lié à Telegram, et sans Telegram ça ne fait plus sens, on va dire. Il y a très peu de chances que ça arrive. Oui, 13% de baisse, c'est un peu la probabilité. J'ai envie de dire que les gens estiment que l'application ou que l'écosystème Toncoin baisse fortement à cause de cette information qu'il se passe des choses autour de Telegram. Pour rappel aussi, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, est français. Il est français depuis 2021. Initialement, il a été russe. Il a été poussé à la vente de son réseau social russe et il est un peu exilé de la Russie depuis. Il était aux Émirats Arabes Unis. Il a la nationalité obtenue aux Émirats Arabes Unis. En plus, depuis 2021, il a obtenu la nationalité française. C'est pas clair d'ailleurs comment et pour quelles raisons il a obtenu la nationalité française. Il a jamais vécu en France. Il a jamais eu les conditions habituelles d'octroi de la nationalité française. Et malgré tout, il l'a. Et il a publié aussi dernièrement que pour la blague, il avait demandé à franciser son nom en Paul Durov et ça a été accepté. Voilà, et maintenant il s'appelle aussi Paul Durov en plus de s'appeler Pavel Durov. Donc voilà, il se passe des choses pas très nettes. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est arrivé en France? Est-ce qu'il savait qu'il était recherché en France? Il est venu quand même? On ne sait pas. Il y a plein de choses qui circulent actuellement sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est en garde à vue au moins jusqu'au 28 août. Plus tard, on verra ce qui va se passer. Probablement, il va être sous liberté surveillée, ou je sais pas dans quelles circonstances, mais en tout cas jusqu'à ce que son procès ait lieu. Il y a plein d'analyses différentes sur combien d'années il risque de prison. J'ai lu du 5 ans de prison maximum en France. Je ne sais pas, honnêtement. J'attends un peu plus de clarté sur le sujet. C'est vraiment tout frais et on n'a pas encore suffisamment de recul sur tout ça. Mais en tout cas, Toncoin baisse pas mal, 13,5%. Je pense que la plupart des tokens de l'écosystème Ton vont aussi un peu subir quelque chose de similaire parce que c'est assez inquiétant pour eux. Ensuite, on va parler de Solana et du nombre de transactions quotidiennes sur Solana, ou plutôt des frais générés par les transactions sur Solana qui vient d'atteindre un plus bas depuis quelques mois. On parle d'environ $600 000 de frais générés le 25 août, alors que le 21 mars, on était à beaucoup plus. En mars, on a même atteint, regardez, 5 millions de dollars le 18 mars 2024. Avec la folie des meme coins, ça a complètement explosé. Ensuite, ça a chuté. Là, c'était à un niveau assez constant depuis un certain temps, au-dessus d'1 million de dollars. Et là, on vient de passer à 600 000. Ça veut dire qu'il y a toujours pas mal d'intérêt autour des meme coins, mais ça a baissé. On n'est plus dans la folie qu'il y avait il y a quelques mois. Il y a toujours pas mal de personnes qui sont en train de trader des meme coins, de créer des nouveaux meme coins sur Pump.fun par exemple, mais globalement ça a quand même un peu baissé. C'est pas catastrophique, mais voilà, il faut noter que il faut surveiller, je pense, tout ça, voir est-ce qu'on va rester à un niveau constant. Je pense que si on reste à 500 000 dollars constant, c'est très bien. Si ça baisse trop, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui font des choses sur Solana. Sur Ethereum aussi, on a constaté une baisse des frais énorme, mais là l'explication elle est plus qu'on a un déplacement des utilisateurs vers les solutions de niveau 2. Sur Solana, on n'a pas encore vraiment un écosystème avec des solutions de niveau 2. On commence à venir, il y a pas mal de solutions qui sont en train de proposer des choses. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est juste une baisse de l'activité sur cette blockchain. En parlant de memecoin, je voulais vous parler du Shiba, le memecoin Shiba qui prévoit de lancer son DAO. Donc c'est quoi un DAO? C'est un organisme autonome décentralisé et ils veulent lancer toute une gouvernance avec DAO, c'est-à-dire que les utilisateurs qui ont des tokens Shiba, Bone, Leash vont pouvoir voter pour des propositions et faire tourner une sorte d'association décentralisée sur la blockchain pour réaliser un certain nombre d'actions, et ça permet en fait de fournir plus d'utilité aux tokens Shiba et aux tokens tels que Bone et Leash.
Parce que c'est une option en plus, c'est une raison en plus de détenir ces tokens. Très longtemps, le token Uniswap n'avait d'autre utilité que d'être un token de gouvernance pour rediriger la trésorerie d'Uniswap. On va voir maintenant comment le Shiba va déployer ce DAO. On est au tout début, ça vient vraiment d'être publié, donc on va voir aussi prochainement comment ça va se traduire. Est-ce que c'est pas juste un coup marketing? Est-ce que ça va être juste un petit DAO marketing pour la forme, qu'il n'y aura pas de vraies décisions qui vont être prises, ou ça sera vraiment quelque chose de concret avec, je sais pas, par exemple, on peut dire, imaginez qu'il va y avoir des frais qui vont être générés par les diverses solutions telles que ShibaSwap. Ces frais vont atterrir dans un wallet multisig et ce wallet multisig va être contrôlé par le DAO. Ça serait assez intéressant. Ensuite, on va parler des stablecoins avec la market cap des stablecoins qui vient d'atteindre un plus haut historique. On vient de dépasser en fait le plus haut historique de 2022. On était à environ 166 milliards de dollars. Là, on est à 168 milliards de dollars de market cap de stablecoins, c'est-à-dire on prend la totalité de tous les stablecoins qui existent. Leur market cap, l'USDT bien sûr largement leader avec 70% de dominance. Ensuite, on a l'USDC avec un peu moins, beaucoup moins même, avec à peine 34 milliards de dollars de market cap, alors que l'USDT a 117 milliards de dollars de market cap. Les autres sont vraiment beaucoup plus petits, le DAI et Ethena, qui fait son apparition alors que ça n'existait pas il y a quelques mois à la 4e place des stablecoins. PayPal aussi intéressant de voir, après un début difficile, ils ont quand même franchi la barre du milliard de dollars de stablecoins. Et ensuite on a le fonds BlackRock. Est-ce que c'est un stablecoin? C'est pas un stablecoin, mais ouais, concrètement ça reste un fonds tokenisé de BlackRock. Donc les stablecoins aussi, ça peut montrer deux choses. Ça peut montrer qu'on a les gens qui ont peur des cryptos, qui sont en train de vendre la crypto, de tout passer en stablecoin et d'attendre une meilleure opportunité pour acheter des stablecoins. Mais ça peut aussi montrer qu'il y a plein de personnes qui sont sur le point d'acheter des crypto-monnaies. Quand on a des stablecoins, c'est généralement pas pour revenir sur de l'euro ou du dollar plus tard. C'est qu'on est toujours dans l'optique de rester et d'acheter des crypto-monnaies. Plus il y a de stablecoins, plus ça veut dire qu'il y a de personnes, d'institutionnels qui arrivent sur le marché. Alameda, par exemple, à l'époque de FTX, ils investissaient massivement. Ils mintaient énormément de stablecoins, du USDT pour ensuite faire de l'arbitrage, pour ensuite aller sur la finance décentralisée. C'est très facile pour eux de faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, déjà la première fois, il m'avait un souci de son. Ça a dû être réglé maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bon cette fois-ci. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.